Depuis 1938, la Phonothèque nationale conserve tous les enregistrements phonographiques. De la voix de Françoise Hardy aux œuvres de Boulez, il n'est pas un son gravé qui puisse désormais échapper à la curiosité des générations futures. L'histoire de la reproduction des sons commença au siècle dernier, et c'est le mérite du musée du phonographe, rattaché à la Phonothèque, de nous permettre de retracer les grandes étapes de cette aventure, sortie d'un rêve de poète. En avril 1877, Charles Cros déposait devant l'Académie des sciences son procédé d'enregistrement. Pourtant, ce fut des dessins d'Edison que sortit la première machine capable de réaliser ce miracle, graver un son et le reproduire. On était en mars 1878. L'imagination aidant, on allait vite arriver à la rampe d'écoute collective. Puis, au phonographe doté d'un pavillon, la merveille des merveilles, si commode pour écouter les chansons d'Aristide Bruant. On aime bien Nini Potia, elle est si bonne et si gentille. On aime bien Nini Potia, elle investit. Un Français, Liorret, se lance alors dans la construction en série de ces machines compliquées dont on raffole à présent. Les appareils, toujours à cylindre, sont ultra perfectionnés. On est en 1900 et Cléo de Mérode, la reine du demi-monde, nous parle de la belle époque. 1900 Quelle belle et bonne époque. Et la vie était si agréable, si facile. Et quelle douce quiétude on avait. Et cette franche gaieté que rien n'obscurcissait, tout le monde était de bonne humeur. Et vous vous rappelez, mais quelle pléiade d'artistes incomparables on avait. Sarah Bernard, Coquelin-Aîné. Coquelin-Aîné. On peut encore aujourd'hui, malgré les rites du temps, arriver à entendre son pastiche d'une fable de La Fontaine. Et le hasard, dit par Monsieur Coquelin. Un jour, Monsieur le Corbeau, il était assis sur un arbre en l'air. Et il tenait dans son bouche un morceau de fromage de chèvre. Après 1900, la commercialisation fait de notables progrès. Les machines à sous font leur apparition. Pour 2 sous, on écoute celle qui règne sur le café-concert, Yvette Gilbert. C'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants, Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Et le disque détrône le cylindre. Nous lui devons de pouvoir entendre le discours prononcé par le président Poincaré le 14 juillet 1915. Et c'est au lendemain du jour où venait d'être signé un accord franco-allemand. C'est à un moment où l'Europe rassurée commençait à reprendre haleine qu'un coup de tonnerre imprévu a fait trembler les colonnes du monde. Des années 20 nous parvient la voix de Chaliapine. « 1925, le phonographe se met au goût du jour. Il adopte le soufflet de l'appareil photo. Il se miniaturise. Il devient meuble d'intérieur en prenant la forme d'une pagode. Il peut se muer en bibelot chinois. Et on écoute Colette avant de s'endormir grâce aux phonolampes de chevet. J'ai dit 20 fois, continuait Sido, que le tanin contenu dans les pelures de châtaigne tache en jaune le linge. Et quand apprendras-tu, sinon maintenant, les choses qu'une femme doit savoir? Quand je serai mariée, répondais-je sottement. Désormais, le phonographe a sa place dans tous les endroits publics. Il s'est converti en machine à sous. Et il n'y a pas si longtemps, on pouvait encore rencontrer ces modèles au long du boulevard Saint-Martin. Les jukebox, qui débitent automatiquement les micro-sillons, n'ont fait que prendre la succession, en attendant d'avoir, eux aussi, bientôt, leur place au musée. La rencontre France-Allemagne d'athlétisme au Palais des Sports de Lyon a été pour Michel Jazzy l'occasion de se montrer égal à lui-même, c'est-à-dire de battre un record.
cette fois sur 1500 mètres indoor. Jasi laissa littéralement sur place l'Allemand Eyerkofer lorsqu'il démarra à un tour de la fin et termina en améliorant de 9 dixièmes de seconde la meilleure performance mondiale. Le France-Angleterre 66 pour le tournoi des 5 nations restera un des plus beaux matchs de l'histoire du rugby. Match très dur pour l'équipe de France qui s'épuisa en première mi-temps à lutter à la fois contre un vent particulièrement violent et un pack anglais homogène, compact et hargneux. Grâce à leur courage et malgré le handicap de 2 blessés, les Britanniques purent dans le dernier quart d'heure éviter l'écrasement auquel ils semblaient promis. Dans 20 ans, on parlera sans doute encore de l'inoubliable essai de Boniface, créé par la fantastique offensive de Gachassin, à la 80e minute d'un match que la presse anglaise appelle déjà le match de Gachassin. Le cinéma nous fait revivre quelques phases importantes de cette rencontre. À la 69e minute, à la sortie d'une mêlée ouverte, Gruharin ramasse dans le couloir et marque contre le poteau de coin. Puis, au ralenti, le premier exploit de Gachassin. Mêlée ouverte, balle à Canberra-Béraud qui va servir Gachassin. Celui-ci tente le drop, mais le vent va rabattre la balle sur le montant du but. Gachassin, qui a suivi, prend les Anglais à contre-pied et plonge entre les poteaux. Les tricolores sont en tête du tournoi. Allez, France! 12 pédaliers et un avertisseur pour un seul vélo. De quoi accomplir une performance, tout au moins celle de se faire remarquer. C'est ce qu'ont parfaitement réussi ces 12 Allemands fanatiques du transport en commun. Il est à noter que l'effort propulseur n'est fourni que par 22 jambes sur 24. L'homme de tête a assez à faire, il est vrai, pour maintenir l'ensemble dans la bonne voie. Fort de leur succès dans le slalom de Megève, Schranz et les Autrichiens étaient venus à Courchevel dans le dessein bien arrêté d'infliger un nouvel affront aux Français. Mais cette fois, Karl Schranz, ici filmé au ralenti dans le slalom disputé sur les pentes de la Lose, ne réussira pas le doublé. L'Autrichien, dont on peut admirer l'impressionnante musculature et la technique efficace, avait pourtant brillamment passé la première partie de son examen. Une chute dans la deuxième manche
l'obligera à abandonner. Pouvait-il gagner? Rien n'est moins sûr, car Jules Melchion devait se révéler irrésistible. Il faut dire que le public l'a bien aidé. Le ski chez Melchion, c'est une seconde nature. Élégant et racé, il semble à peine effleurer la neige. Il mène sa course à un rythme étourdissant, mais il est en état de grâce. Le petit douanier de Serre-Chevalier va mettre un terme à la plus étonnante série de seconde place qu'un sportif ait jamais collectivonnée. À Courchevel, Melchion a gagné ses galons de tout premier slalomeur mondial. Et avec Périlla, les Français prennent les 2 premières places. Battus en slalom, les Autrichiens espéraient bien prendre leur revanche dans la descente. Schranz, encore une fois, était le favori, malgré Killy, le champion de France, qu'on savait capable d'une grande performance. Pourtant, c'est Lacroix qui sera le héros de la course. Lancé à fond dès le départ, Lacroix va dévaler comme un bolide les 3200 mètres de la piste Jean Blanc. À 110, parfois 120 à l'heure, avec une rigueur absolue, il va trouver la meilleure trajectoire sur cette piste remarquablement tracée et dont la largeur 40 à 60 mètres autorise sans danger toutes les audaces. En tête à mi-parcours, Lacroix va terminer en boulet de canon. Après une entorse et 6 semaines de repos forcé, il réussit une rentrée fracassante. Du même coup, il va réhabiliter le ski français qui, depuis 5 ans, attendait vainement une grande victoire internationale en descente. Et pour la première fois, une course de descente est remportée à plus de 100 km à l'heure de moyenne. C'est tout simplement fantastique. Le ruban bleu du ski alpin à Léo Lacroix et à la piste Jean Blanc de Courchevel. La fusée Saturne 1B, la plus puissante que les Américains aient jamais lancée, a effectué ses premiers essais, une trajectoire destinée à éprouver la résistance des éléments de la capsule Apollo. Une caméra fixée sur la fusée a permis d'enregistrer et de restituer au ralenti les différentes phases de la séparation des 2 étages. L'opération se déroule à 64 km d'altitude. Pendant ce temps, une 50aine de kilomètres auront été parcourus. Le premier étage a développé une poussée de 720 tonnes pendant 90 secondes. Le 2e étage, qui deviendra le 3e étage de la fusée Saturne V, dispose d'une poussée de 90 tonnes fournie par un mélange d'oxygène et d'hydrogène. La capsule Apollo a été récupérée à 56 km du point prévu. Elle paraît avoir bien supporté l'échauffement produit lors de son retour dans l'atmosphère à 29 000 km à l'heure. À Toulouse-Blagnac, le premier exemplaire de l'avion Concorde commence à prendre forme. Une partie de la cellule est terminée et les organes essentiels du poste de pilotage ont pu être testés par les professionnels. Dans 2 ans, comme prévu, Concorde pourra effectuer ses premiers essais en vol. En attendant, le tronçon initial de l'avion supersonique franco-anglais va effectuer son premier voyage. Un voyage à 2 km à l'heure sur le plateau d'un semi-remorque jusqu'à Pont-de-l'Hers, où les 10 mètres de cellule vont subir toute une série d'essais statiques. À Orly, une manifestation officielle a marqué le départ de Serge Hervé, le 5 millième jeune du contingent qui a choisi d'effectuer son service militaire en Afrique francophone ou à Madagascar au titre de la coopération technique. Il va devenir un de ces soldats sans uniforme, économiste, planificateur, financier, médecin, guide temporaire que l'on rencontre déjà aux 4 coins de l'Afrique. Je suis ingénieur arts et métiers et militaire de la coopération. La tenue d'homme grenouille n'est pour le jeune Wagner qu'une tenue de travail. Dans le port d'Abidjan, il participe aux travaux entrepris pour aménager le canal qui relie la mer à la lagune. Pour lui, comme pour ses camarades frais et moulus des écoles, le service de coopération est l'occasion d'appliquer immédiatement les connaissances fraîchement acquises.
Dans ces pays où la production est encore d'origine agricole à 90%, il faut apprendre aux paysans les techniques les plus élémentaires. Ainsi, ce garçon de Tulle, ingénieur agronome, est devenu conseiller dans une plantation. En suivant les chemins africains, nous découvrirons bien d'autres dévouements. L'instituteur, par exemple. Les enseignants constituent près de la moitié des effectifs des appelés coopérants. La scolarisation étant ici le problème numéro 1. 9 fois 6, 54. 10 fois 6, 60. Mais, comme dans tous les continents en voie de développement, l'Afrique est vaste et ses problèmes nombreux. Dans une autre région, c'est un Versaillais que nous avons découvert dans une ferme modèle. Zootechnicien, il assume le rôle de conseiller technique et dirige l'application des méthodes modernes d'élevage et de préservation du cheptel. La liste est longue des spécialités qui sont celles de ces militaires insolites qui ont préféré la brousse à la caserne. Jean-Marie Bonté, un Parisien, conducteur de travaux publics, s'est vu confier une responsabilité importante, assumer l'édification d'un pont. Et la revue est loin d'être achevée de ces soldats sans uniforme. Grâce au professeur de lettres, on entend au fond de l'Afrique des jeunes filles s'essayer aux tirades du Cid. Mademoiselle Elisabeth, récitez-moi cette tirade. Ah, Rodrigue, il est vrai. Quoique ton ennemi, je ne puis te blâmer d'avoir fui l'infamie. Et de quelque façon qu'éclatent mes douleurs, je ne t'accuse point, je pleure mes malheurs. Je sais ce que l'honneur, après un tel outrage, demandait à l'ardeur d'un généreux courage. Tu n'as fait le devoir que d'un homme de bien. Mais aussi, le faisant, tu m'as appris le mien. Un village, un beau jour, cède aux assauts des bulldozers. C'est un jeune ingénieur des travaux publics, lui aussi du contingent, qui dirige les travaux. C'est sur lui, transformé en architecte urbaniste, qu'on se repose pour remplacer le vieil assemblage de cases par un habitat rénové. Dans l'Afrique à moderniser, le travail ne manque pas. Et les jeunes médecins du contingent ont largement de quoi s'employer. Rouages actifs, comme leurs autres camarades, de cette assistance technique si diverse. Pour les soldats sans uniforme, le choix de l'Afrique, c'est aussi la porte ouverte à l'aventure. Une aventure de notre temps qui les conduit à la découverte d'un rythme de vie différent, leur offre la révélation d'un continent aux traditions immémoriales. Et c'est le mérite de ces jeunes hommes d'avoir choisi d'être les artisans de son entrée dans le monde moderne. En 3 jours, les concurrents des courses du Kandahar auront connu toute la gamme des perturbations atmosphériques. D'abord le brouillard qui transforma la descente d'Am en une véritable partie de Colin-Maillard. Il faut croire que les radars tyroliens étaient les plus efficaces, puisque les Autrichiennes prenaient les 3 premières places. Le lendemain, c'est sous les rafales de neige que Marielle Guatchel tentait de prendre sa revanche dans le slalom. Une magistrale démonstration de la championne du monde, mais dans sa fougue, elle a oublié une porte et pour la première fois de sa carrière, elle sera disqualifiée. Dès lors, sa plus dangereuse rivale étant éliminée, il ne restait plus à l'Autrichienne Christelas qu'à descendre en prenant le minimum de risque, ce qu'elle fait avec beaucoup d'autorité, reléguant sa suivante immédiate à plus de 5 secondes.
Les 2 tiers des concurrentes seront disqualifiées, mais pour Christelas, c'est une victoire sans appel. Les champions français allaient-ils connaître eux aussi la déroute? On pouvait le craindre à l'issue du premier slalom, où l'Autrichien Hennig, décidément très à l'aise dans la tempête, s'assurait la victoire devant Schranz et Léo Lacroix, Killy terminant 6e à près de 2 secondes. Mais c'était mal connaître Jean-Claude Killy. Le surlendemain, dans le second slalom, et dans les mêmes conditions exécrables, Killy déchaîné reprenait 2 secondes et demie à son rival autrichien. Du même coup, il remportait le combiné et la distinction suprême du Kandahar, le K de diamant. Grâce à Killy, l'honneur était sauf. Dans Amsterdam en liesse, le chahut organisé par quelques centaines de jeunes manifestants discrètement contenus par la police n'aura pas réussi à troubler la belle ordonnance du cortège nuptial en route vers la Westerkerk où Klaus von Amsberg, devenu prince des Pays-Bas, va prendre pour légitime épouse la princesse Béatrix de Hollande. Sous les voûtes de la cathédrale, 6 rois et reines, 31 princes et 200 invités de marque pour assister à une cérémonie qui consacre la détermination et la force de caractère de la princesse. Ja. La princesse Béatrix a triomphé des réticences de ses parents, puis de l'opposition du Parlement. Et finalement, elle s'est conciliée la plus grande partie de la population. À Palomares, le ministre espagnol de l'air et celui de l'information et du tourisme, dans une intimité toute relative, ont pris un bain en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis. Le but de l'exercice, qui a poussé certains opérateurs à se mouiller aussi, démontrait que la bombache perdue en air lors de l'accident du B-52 américain n'a provoqué aucune radioactivité. Leurs excellences n'ayant aucune vocation particulière pour le suicide, il faut se rendre à l'évidence, les eaux de Palomares sont parfaitement inoffensives. À Paris, le 37e Salon international de la machine agricole a été inauguré par M. Edgar Faure. Ce salon a attiré l'attention sur les problèmes que pose à une agriculture convertie au cheval-vapeur l'amélioration du rendement des matériels. Le patinage, responsable de pertes de temps et de consommation accrue, est un de ces problèmes. Pour le résoudre, Dunlop a mobilisé un véritable laboratoire roulant qui a mesuré la consommation, la vitesse, l'effort utile de traction d'un tracteur témoin soumis aux plus grands efforts par les plus mauvais temps. Ainsi ont pu être testées les qualités d'un pneu idéal, à la fois capable d'une grande adhérence grâce à sa souplesse et à sa basse pression, et susceptible grâce à son profil de rejeter la terre collante qui provoque le patinage. L'effort utile a pu être porté de 1400 à 1700 kg, augmentation de 20% du coefficient de traction pour tous les tracteurs. Le pèlerinage au lieu saint de l'islam mobilise d'année en année davantage de pèlerins. Et à cette époque, dans tout le monde musulman, il règne sur les aéroports une extraordinaire animation. Car de plus en plus, c'est par la voie des airs que les fidèles partent pour la Mecque. Souvent, ils montent dans un avion pour la première fois. Un véritable pont aérien s'est établi entre 3 continents et cette terre lointaine, où le Coran oblige chaque fidèle à se rendre une fois au moins dans sa vie, et vers laquelle se tournent 5 fois par jour pour la prière 400 millions de musulmans. Sur le nouvel aéroport de Djeddah, les appareils se suivent à un rythme serré, déversant des milliers de pèlerins, dont le costume, fait de 2 pièces d'étoffe blanche non cousues, atteste l'état d'Iram, autrement dit de pureté. Djeddah, l'étape nécessaire sur la route de la ville sainte, n'est plus dès lors qu'un long amoncellement de bagages parsemé de taches blanches qui signalent un fidèle occupé aux purifications. L'animation n'est pas moindre sur les quais. Durant la grande semaine du pèlerinage, il n'est pas rare que 40 à 50 navires jettent l'ancre dans le port. Ceux qui abordent par la mer cette région d'Arabie
restent souvent fidèles à la vieille habitude d'apporter avec eux leurs provisions d'eau. La grande place de Djeddah se transforme en un immense parking, en une immense gare routière. C'est ici le point de rassemblement, le véritable point de départ du pèlerinage. Dans les cars, sur les camions, on s'entasse tant bien que mal. Et le long convoi s'ébranle vers la Mecque, distante de 70 km, qu'il faut parcourir sous une lumière implacable, mais que ne peuvent en aucun cas franchir les non-musulmans. La règle est impérative. Seul le regard des fidèles peut découvrir la ville où naquit le prophète. Surgit en plein désert d'une source miraculeuse et qui est devenue une ville de 150 000 habitants avec des bâtiments de 5 à 6 étages. Le cœur de la Mecque, c'est la grande mosquée rectangulaire aux 4 rangées d'arcades et sa cour intérieure où se dresse le sanctuaire, la Kaaba, vaste cube que recouvre une tenture sur laquelle sont tissés en fil d'or des versets du Coran et qui garde la pierre noire. Désormais, la Mecque va connaître l'immense va-et-vient des pèlerins. Et il est rare que des images du pèlerinage puissent être prises ainsi dans cette cité où même une caméra tenue par des mains musulmanes n'est pas acceptée de gaieté de cœur. La population a brusquement triplé. Pour parvenir à absorber ces habitants nouveaux qui sont plus de 300 000, on a dressé un camp de toile. Un camp immense. Le pèlerinage va maintenant dérouler ses rites successifs, car il comporte un certain nombre d'obligations à remplir ponctuellement. Là, les pèlerins lapident un tas de pierres en souvenir du geste d'Abraham réagissant à la tentation de Satan. Mais le plus spectaculaire des rites reste celui qui se déroule dans la cour même de la grande mosquée, tout autour de la Kaaba. Répétant « Mon Dieu, tu es la paix, et la paix vient de toi. Reçois-nous, Seigneur, avec la paix », les pèlerins doivent faire 7 fois le tour du temple avant de venir embrasser la pierre noire que, selon la tradition de l'islam, l'ange Gabriel remit à Abraham. Faute de pouvoir la toucher, les pèlerins doivent lever le bras en criant « Dieu est grand ». Et l'immense foule, comme une lente rivière, coule autour de la Kaaba. Les footballeurs français en maillot sombre ne sont toujours pas parvenus à battre les Italiens, il en est ainsi depuis 46 ans. Pourtant, les joueurs de l'équipe de France n'ont jamais été aussi près de la victoire face à une équipe d'Italie. Pas une seule fois, les Italiens n'ont pu mettre les lignes arrières françaises hors de position. Il est vrai que les Artellesa, les Bosquier, les Chorda ne sont pas les premiers vus. Quant aux avants tricolores, sous la houlette de Philippe Gondet, numéro 9, ils ont montré quelques-unes des facettes d'un talent sûrement plein de promesses. On a l'impression que l'attaque française ne tardera pas à faire parler d'elle. Il lui manque désormais un tout petit rien, ce quelque chose qui fait les grandes équipes et qui pourrait bien éclore au bon moment, c'est-à-dire pour la phase finale de la Coupe du Monde à Londres. En attendant, des attaques comme celle-ci finiront bien par être payantes et un match nul contre l'Italie, c'est somme toute un premier pas vers les grandes victoires de demain. L'estuaire de la Rance va permettre à l'homme de réaliser un vieux rêve, l'utilisation de la puissance des marées. Commencée il y a 11 ans, l'étude du terrain allait permettre de déterminer l'emplacement idéal du barrage et dès 1961, commençait la construction des ouvrages annexes. Écluses sur la rive gauche et sur la rive droite les pertuis de vannage destinés à accélérer à chaque cycle de la marée, le remplissage ou le vidage du bassin. 2 ans plus tard, d'énormes caissons de béton armé immergés au beau milieu de l'estuaire fixaient les limites de l'enceinte principale.
10 hectares isolés de la rivière, puis asséchés afin de permettre la construction de l'usine marémotrice. C'est aujourd'hui chose faite. Un long bloc de 370 mètres repose sur d'énormes piles, entre lesquelles ont été disposés les 24 groupes bulbes qui transformeront le flux et le reflux en énergie électrique. La mise en eau de l'usine a commencé, elle va durer plusieurs semaines. Alors le mur d'enceinte sera détruit et bientôt l'aller et retour bi-quotidien de 180 millions de mètres cubes d'eau permettra de produire l'énergie la moins chère du monde. À Cap Kennedy, tout avait bien commencé pour David Scott et Neil Armstrong. Le compte à rebours des deux fusées avait été synchronisé et c'est sans l'ombre d'une appréhension que les deux cosmonautes prenaient place à l'heure dite dans l'étroite capsule Gemini 8 fixée au sommet d'une fusée Titan. Dans l'audacieuse partie de chasse imaginée par la NASA, Gemini 8 serait le Faucon, la Colombe ce sera un véhicule Agena mis sur orbite par une fusée Atlas. Le lancement d'Agena était réussi au-delà de toute espérance puisque bientôt la cible tournait circulairement autour de la Terre à 296 km d'altitude. 101 minutes plus tard, la fusée Titan expédiait à son tour dans l'espace la capsule Gemini et ses occupants. Un tir encore une fois extrêmement précis qui va placer le chasseur exactement dans l'axe de la cible. Alors va commencer une extraordinaire poursuite de 6 heures, au terme de laquelle le nez de Gemini 8 va doucement venir se loger dans le collier de la cible Agena. Malheureusement, la mise en marche accidentelle d'une fusée imprimera à l'attelage une vrille dangereuse. Armstrong devra dégager rapidement la capsule Gemini et se poser prématurément dans les parages d'Okinawa. Après avoir frisé la catastrophe, les cosmonautes étaient repêchés sains et saufs. Un succès technique, mais surtout un remarquable exploit humain. Scott et Armstrong ont les nerfs solides. Depuis son indépendance, l'Inde a rarement connu période aussi agitée qu'actuellement. Les troubles d'origine linguistique ou religieuse s'étendent dans un pays déjà éprouvé par la disette. New Delhi, la capitale, vient elle-même d'être le théâtre de violentes échauffourées. La police a dû intervenir pour séparer les partisans de l'État sikh autonome du Pendjab et les membres du parti nationaliste violemment opposés à tout séparatisme qui étaient passés à l'action de rue pour soutenir leur thèse. Des blessés, une quarantaine d'arrestations, la situation est inquiétante. Boîte magique, avait-on dit de l'appareil des frères Lumière. Il est bien vrai que le cinéma peut se jouer du temps, l'étendre en le ralentissant, le contracter en l'accélérant. Mais c'est plus qu'un amusement de l'œil. L'accéléré peut permettre de décider du rythme d'un feu de croisement en rendant sensible l'intensité de la circulation sur deux voies perpendiculaires. Quant au ralenti, la recherche scientifique l'utilise constamment, par exemple pour étudier les problèmes d'aérodynamisme. Or, si nous pouvons aujourd'hui voir tout ce qui se passe en une fraction de seconde, nous le devons en particulier à Lucien Boulle, élève de Marais, dont on peut dire qu'il a réellement levé l'hypothèque du temps. Lucien Boulle, auquel un hommage international vient d'être rendu à Paris. Dès 1904, il avait mis au point un appareil capable d'enregistrer 2000 images par seconde, ce qui permettait ensuite, à vitesse de projection normale, d'observer l'éclatement d'une bulle de savon. En 1924, il était parvenu à 20 000 images. La trajectoire d'une balle de fusil devenait visible. Les films présentés à Paris par ses continuateurs sont autant d'hommages rendus à ce pionnier. Des États-Unis, le vol de la mouche qui montre, sous l'aile, le balancier stabilisateur. Les insectes aquatiques semblent disparaître instantanément sous nos yeux. Ce ralenti, réalisé en Allemagne fédérale, ramène le phénomène à un envol absolument normal.
La proie à sa portée, la vipère frappe comme un éclair. Le ralenti, hommage encore de l'Allemagne fédérale, dévoile avec quelle précision se déroule ce terrifiant 55e de seconde. Hommage britannique, ce document révèle la course que doit soutenir l'Albatros pour s'arracher du sol. Exactement comme le fait en somme une caravelle. À la maternelle du ski, les premiers pas sont laborieux. Il faut d'abord franchir le mur de la peur. Mais l'application et la persévérance feront un jour de ces débutants des pratiquants plus qu'honorables. Dans ce sport, mieux vaut commencer très tôt. Christian et José, par exemple, ont chaussé les skis à peine après avoir fait leurs premiers pas. Christian a 8 ans, son frère José 7 ans. Avec leur aîné Gilles, 13 ans, ils passent difficilement inaperçus à Courchevel. Mais il faut les voir sur les pistes. Noblesse oblige, ils portent un nom célèbre dans le monde du ski. Gilles, Christian et José Coutet sont en effet les neveux de Jeanne Coutet, l'ancien champion du monde. Derrière leur père, un ancien moniteur de ski, ils passent partout. Mais sur les pentes, le public n'a Dieu que pour José, dont la taille et les proportions ont de quoi surprendre. Rien de ce qui différencie le champion du touriste ne leur est étranger. Les bosses et les ruptures de pente sont avalées avec une dextérité de vieux routiers. La godille et toutes ses nuances ont été parfaitement assimilées. José Coutet a des skis de 1,30 m, mais ses toutes premières planches ne dépassaient pas 60 cm. Et pour la première fois de leur vie, les deux plus jeunes vont être lancés sur la piste Jean Blanc, celle-là même où Léo Lacroix a dépassé les 100 km à l'heure de moyenne. La vitesse de pointe du plus jeune, environ 70 à l'heure, apparaît vertigineuse en regard de son poids 24 kg. Et que dire du style? Voilà de sérieux espoirs pour les Jeux Olympiques de 1980. Pour ces 47 chevaux, c'est un calvaire de 7300 mètres qui commence. Traditionnellement, en effet, chaque année, le Grand National de Liverpool est un véritable festival de chute et ça commence dès la première haie. Pourtant, ces chevaux sont de magnifiques animaux qu'aucun obstacle ne paraît devoir faire trébucher. C'est une illusion trompeuse, il y aura bien peu de rescapés à l'arrivée. Les dernières haies, au moment où les sabots sont lourds de fatigue, sont les plus meurtrières. Ils ne sont plus que 11 lorsque Anglo franchit en vainqueur la ligne d'arrivée. C'est un match un peu fou qu'ont joué les rugbymen français maillot blanc devant les Gallois, un match tourbillonnant comme le vent qui balayait la pelouse de Cardiff. Ce vent aura été tour à tour le complice puis l'ennemi impitoyable des Français, complice d'abord sur cet essai de l'ailier Duprat qui profite d'un rebond inattendu du ballon. C'est ensuite une passe galloise déviée par la bourrasque qui provoque la magnifique interception du grand Rupert qui s'accroche dans une course interminable pour propulser ses 90 kilos sous les poteaux. 8-0, après moins d'un quart d'heure de jeu, c'est à peine croyable. Mais voici le tournant du match, les Gallois sont remontés à 8-6, le pile ou face de Gachassin, c'est le vent qui le fait avorter, sa passe est interceptée par Watkins. Ce rush du Gallois, c'est le plus beau moment de la rencontre, c'est aussi la défaite de l'équipe de France qui ne méritait sans doute pas cela. Sa première visite à l'étranger a conduit Madame Indira Gandhi à l'Élysée, où le président de la République a eu une longue conversation avec le Premier ministre de l'Inde. Entretien facilité par la parfaite connaissance de notre langue, de celle qui a courageusement accepté de prendre en main la destinée de 400 millions d'Indiens. Oui, il est passé beaucoup d'eau sous les ponts de Delhi et de Londres, depuis le temps où les suffragettes, derrière Mrs. Pankhurst, réclamaient l'égalité des droits civiques pour les femmes. Depuis cette époque héroïque, le féminisme a fait tache d'huile, et la petite histoire a retenu l'exemple de ce village français où Madame le maire et les conseillères municipales gèrent à la satisfaction générale les affaires de la commune. Dans les pays de l'Est, certains emplois réputés masculins
sont aujourd'hui couramment pratiqués par des femmes. Mais que dire de cette promotion exceptionnelle, chef de gare principal? Il y a de l'espoir pour les poinçonneuses. L'action fait parfois bon ménage avec la méditation. Témoin cette communauté italienne où la sœur tourière dirige la manœuvre avec l'autorité du plus qualifié des commandants de sapeurs-pompiers. Vulcain lui-même compte une femme parmi ses disciples. Dans l'éventail de leur convoitise, le marteau et l'enclume n'auront pas résisté longtemps. Les sports parfois leur permettent de briller, ceux du moins où l'intelligence, le sang-froid et l'esprit de décision comptent davantage que la puissance musculaire. Toutefois, sur un terrain de football, les gracieuses émules de Coppa prouvent qu'elles n'ont pas encore compris l'intérêt du démarquage. La mer, domaine traditionnel de l'homme, n'est plus son terrain exclusif. Elles sont plusieurs patronnes pêcheuses qui, chaque jour, conduisent leur équipage masculin sur les bancs du large. L'exploit, pourtant, est à porter au crédit de cet officier en jupon, commandant à bord de cet énorme cargo polonais. Elle a brillamment subi ses examens de capitaine au long cours et, comme ses collègues masculins, elle est passée par tous les degrés de la hiérarchie avant d'accéder à la responsabilité suprême. Mais on reste confondu devant l'audace de ces jeunes filles, pilotes dans une escadrille de chasse intégralement féminine. Cela se passe en Turquie. Chaque jour, elles partent ainsi en mission aux commandes de leurs appareils à réaction. Au train où vont les choses, l'homme a des chances de se retrouver un jour enfin confiné dans des tâches purement domestiques. Le monde chrétien a suivi avec attention la visite au Vatican de l'archevêque de Canterbury, qui marque la reprise des relations entre l'Église anglicane et l'Église romaine. Depuis la réforme de 1527, c'était la première fois qu'un primat de l'Église d'Angleterre rendait visite à un souverain pontife. Cette rencontre est-elle le prélude au rapprochement entre les deux Églises? Dans aucun pays du monde, je n'ai rencontré autant de compréhension et d'amitié. C'est en ces termes que M. André Malraux a défini l'accueil que lui ont réservé au Caire le président Nasser et les dirigeants de la République arabe unie. Au cours de cette visite de courtoisie et d'information, le ministre d'État chargé des Affaires culturelles a entendu le point de vue de ses interlocuteurs sur les questions qui intéressent le tiers-monde, l'Afrique et les pays arabes. Il a pu aussi parcourir les musées et préparer l'exposition sur les trésors de Toutankhamon qui aura lieu l'an prochain à Paris. M. Malraux a pu mesurer aussi l'ampleur des moyens utilisés à Abou Simbel pour déplacer les temples menacés de destruction par les eaux du Nil. Travail gigantesque de découpage et de transport qui permettra de sauver ces vestiges inestimables de l'antique civilisation égyptienne. Les habitants de Palomares ont eu au moins une satisfaction. En attendant que l'armée américaine ait réussi à récupérer la bombe H au fond de la mer, plus un gramme de sable susceptible d'avoir été contaminé lors de l'accident aérien ne restera en Espagne. Gratté sur 107 hectares, strictement enfermé dans des barils, il sera transporté aux États-Unis pour y être enterré. Profondément. Dans les steppes de la Mongolie intérieure au nord de la Chine, le nomadisme commande. Les institutrices et les instituteurs, tout comme les vétérinaires, sont tenus de suivre les troupeaux pour aller dispenser leur enseignement. Au campement, la tente-école s'est désormais ajoutée aux tentes des bergers mongols, et le maître y retrouve chaque jour une assistance aussi serrée qu'attentive. Quand le campement change de place, l'école suit. Dans les secteurs de pâture rares où les groupes sont éparpillés, maîtres et maîtresses passent successivement d'une tente-école à l'autre. Le développement de l'instruction primaire a donc été résolu dans ces vastes régions par l'adoption d'un système qui est en quelque sorte le contraire de notre ramassage scolaire. Il n'exige du corps enseignant qu'une discipline supplémentaire,
l'équitation. Des moulins comme celui-ci, on peut en voir encore quelques-uns en France. Le plus célèbre sans doute est celui de Fontvieille, au pied des Alpilles, le fameux moulin des lettres. Tout y est resté comme au temps où Alphonse Daudet venait s'y retirer pour écrire ou rêver. Tous ont depuis longtemps perdu le goût de la farine, sauf celui de Coquet. Il est bien connu des Anglais qui le découvrent avant même de débarquer à Calais. Son propriétaire, maître d'arrêt, exerce ici depuis l'âge de 14 ans. Il est aujourd'hui le dernier meunier de France dans le vent. Le moulin avait été détruit pendant la guerre et maître d'arrêt ne s'en relevait pas. Alors, comme dans le conte de Daudet, ce qu'avaient fait les Arlésiens pour maître Cornille, les habitants de Coquelles l'ont fait pour maître d'arrêt. Tout le village s'est uni pour lui offrir un autre moulin. Il en sort une farine d'une finesse exceptionnelle, mais pour combien de temps encore ?